Et à 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est un peu le sujet tabou, celui des armes qui circulent chez nous en France. Ces pistolets, ces kalachnikovs, parfois que les malfaiteurs ou les terroristes semblent réussir à se procurer très facilement. Bonjour Fabrice Risoli. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de la criminalité organisée. On va commencer avec Ayoub El Kazani, dans le Thalys, qui avait un fusil d'assaut. Avant l'été à Marseille, lors d'une visite de Manuel Valls, des délinquants avaient défouraillé à la kalachnikov. Mais quoi, il suffit de se baisser pour ramasser une arme de guerre en France? On en est là ou pas? Non, on n'en est pas du tout là. Les armes à feu, le trafic des armes à feu, c'est un peu le cas d'école d'une nouvelle géopolitique qui montre que quand même, si vous voulez, même si il y a énormément d'armes à feu dans le monde et énormément en France, on a du mal à les évaluer, mais on parle de jusqu'à 10 millions d'armes à feu d'après les statistiques. Qui pourraient être légales. En revanche, en France ou dans le monde? En France. En France, 10 millions d'armes à feu. Oui, et on estime que 30% des Français posséderaient une arme à feu. Mais une fois encore, on pourrait revenir sur le problème des statistiques, des sources, qui fait qu'on n'est pas tellement sûr de tout ça. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué de se les fournir, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire que c'est pas si accessible que ça. Par rapport à la drogue, par exemple, c'est très différent. Il faut avoir un réseau, il faut connaître. Alors bien sûr, à chaque fois qu'il y a une mort violente, l'émoi fait qu'on se dit, mais attendez, en plus cette personne n'est pas dans le grand crime organisé, etc. Donc il a réussi à se procurer des armes à feu, les terroristes ont réussi à lui fournir des armes à feu, mais malgré tout, on ne se baisse pas en France, dans la rue, pour ramasser des armes à feu. Dire qu'il suffit d'aller faire un tour dans certaines banlieues pour trouver une kalachnikov à bon prix, c'est une caricature, ça? Non, mais il faudra que vous connaissiez, il faudra que vous instauriez un climat de confiance, il faudra que la personne se dise je peux lui vendre sans avoir un effet boomerang, soit de la police, soit de la personne qui possède l'arme. Non, c'est pas si simple. Ça s'achète combien? Écoutez, par exemple, dans les affaires que nous décrive la police, on estime qu'une kalachnikov qui est partie de 500 € en Serbie a été vendue 2500 € ici à l'unité à un gang local pour protéger son business de cannabis. Une question de Gilliane sur Europe1.fr. Est-ce qu'on peut trouver facilement des armes sur Internet aujourd'hui? Paraît-il que c'est, si vous voulez, comme le reste, comme la drogue, aujourd'hui, par le darknet ou par d'autres systèmes, on pourrait trouver des armes à feu. Mais le darknet, c'est le net caché, celui qui n'apparaît pas quand on fait une recherche sur Google, par exemple. Le net obscur. Voilà. Certains journalistes y sont essayés, ils ont réussi, mais ils ont vu aussi qu'il y avait pas mal de carottes, c'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez l'argent et vous recevez rien, ou vous recevez une arme qui n'est plus utilisable. Donc, il va falloir trouver un vieux monsieur qui a trafiqué des armes toute sa vie pour le grand banditisme, qui vous l'a... Puis parfois, c'est pas possible. Moi, j'ai essayé hier, je me suis connecté, j'ai pu essayer d'acheter un pistolet d'alarme, en fait, en quelque sorte. Voilà, vous voyez... C'est pas une arme létale. Oui, non, mais puis de toute façon, pour braquer une banque, une arme d'alarme, ça suffit, si vous voulez. Mais une fois encore, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'armes qui sont, si vous voulez, disponibles, qui existent, parce qu'elles sortent des usines légales. Et c'est là qu'on a un problème, c'est qu'on se fixe sur celui qui l'utilise et qui tue, et c'est grave, et on oublie de regarder que c'est un cas d'école de géopolitique critique, c'est que 99% de ces armes sortent des usines, avec la complicité de l'usine, avec la complicité du personnel. Et c'est là le plus grave sur lequel il faudrait agir. D'accord, donc il y a ce problème qui est totalement inconnu. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler de cette façon-là. Vous disiez à peu près 10 millions d'armes en France. La plupart sont légales, j'imagine, ont été achetées avec un permis, non? C'est ça. Alors, c'est plus compliqué que ça. Il y a les armes qui sont totalement prohibées, mais la police a le droit de les acheter. Il y a les armes où il faut une autorisation de la préfecture pour les posséder chez soi. Et il y a des armes où il suffit de les déclarer. Je dois dire qu'il y a quand même des choses très positives, c'est cette nouvelle réforme qui est entrée en vigueur en 2013, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale après une commission parlementaire très importante qui a réformé le système de catégorie des armes qui n'avait ni queue ni tête en France, où un pistolet à peu près identique en fonction de où il était fabriqué n'était pas dans la même catégorie et on pouvait soit l'avoir facilement, soit ne pas l'avoir facilement. Prenons un exemple. Pour s'acheter une carabine comme celle que possédait visiblement le septuagénaire qui a abattu 4 personnes dans la Somme avant-hier, il faut un permis pour ça ou pas? Mais la plupart du temps, ils font un permis de chasse ou de tir. Le problème, c'est qu'il y a énormément de chasseurs en France, et ce n'est pas une critique. Il y a aussi énormément de chasseurs en Espagne et en Italie. Ces chasseurs possèdent chacun plusieurs armes à feu. Certains collectionneurs possèdent aussi des armes à feu qu'ils n'auraient pas le droit d'avoir, c'est-à-dire c'est le petit plaisir. Ils ont aussi un pistolet qu'ils n'auraient pas le droit. Et par exemple, ces chasseurs subissent des cambriolages. Ah oui. Et c'est là qu'on voit qu'un des premiers facteurs d'approvisionnement de la petite délinquance, de la moyenne délinquance, c'est le cambriolage chez les particuliers.
On sait qui détient ces armes légalement. Est-ce que ce sont avant tout des chasseurs, ou si moi par exemple je veux un revolver pour me rassurer, est-ce que c'est très simple? Non, c'est typiquement une arme soumise à autorisation. C'est-à-dire qu'on va vous demander pourquoi. Et donc on va plutôt le donner à un magistrat qui a reçu une menace et qui va porter une arme que vous verrez pas. Et vous, non, vous ne l'aurez pas. Parce que la demande d'autorisation, c'est pas automatique. Il suffit pas de remplir un dossier pour l'avoir ou d'avoir un casier vierge pour Dieu l'avoir. merci, non. En France, on est encore assez sévère sur la possession de ce type d'armes. Je vous le dis, le problème, c'est qu'évidemment, on ne va pas interdire les chasseurs d'avoir des armes, ni les tireurs. Hein, j'ai un cas d'école, moi, Fabrice Risoli. Admettons, sportif. Mon grand-père m'a légué sa vieille carabine avant de mourir. Est-ce que j'ai le droit de la garder, de l'accrocher à un mur et peut-être de m'en servir? C'est tout le problème. Et là encore, on avait fait un petit effort de modernisation en 2004. On avait créé le fichier Agrippa, où on devait déclarer toutes ces armes. Et c'est là, on a aujourd'hui 2 millions d'armes qui sont déclarées dans ce fichier. Ça serait très nettement sous-évalué par rapport aux 10 millions du syndicat des détaillants de vendeurs d'armes à feu et par rapport aux 30 millions d'armes qui sont à peu près évaluées par des ONG. Mais encore une fois, je dis qu'il y a peu de sources et qu'il faut se méfier des chiffres. Une question intéressante de Bernard sur Europe1.fr. Y a-t-il aujourd'hui des armes à feu qui franchissent les portiques de sécurité sans problème? On sait qu'on peut fabriquer avec des imprimantes 3D des pistolets en plastique. On avait parlé de ça l'année dernière. Oui, absolument. Il y a maintenant, c'est comme le Darknet. Ça révolutionne notre manière de voir les choses. Aujourd'hui, oui, il y a des armes en plastique qui sont fabriquées. Ça me rappelle dans La ligne de mire, le film avec Clint Eastwood. Il avait déjà fait ce type de pistolet. Maintenant, moi, je vais vous dire, en italien, les mafieux, ils appellent le pistolet ou ferro. Vous voyez, le rapport au fer, à mon avis, fait que le fer. Ah, le fer. C'est-à-dire que, votre petit pistolet, oui, il va peut-être commettre un petit attentat, et c'est grave, et on va essayer d'améliorer les procédures de fouille, etc. Ça ne concerne pas le million d'armes qui sont en circulation en France. J'ai une dernière question. On sait qu'aux États-Unis, il y a un lobby des armes ultra puissant, la NRA. Est-ce que c'est le cas aussi chez nous? Est-ce qu'en France, il y a un lobby des armes qui ne dit pas son nom? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les Français aient envie que tout le monde soit armé. Il y a aujourd'hui une espèce de demande de voisins vigilants qui estiment qu'il n'y a pas assez de policiers, qui voudraient faire la surveillance eux-mêmes de leur quartier, qui demandent un peu plus de sécurité. Il y a eu le lobby à un moment, entre guillemets, des polices municipales et on les a armés, ce qui, à mon avis, devrait encore faire débat. Merci Fabrice Risoli d'être venu en direct sur Europe 1. Vous pouvez continuer à réagir et poursuivre le débat sur Twitter avec le hashtag un matin. Puis il y a une petite information. Walmart, les supermarchés aux États-Unis, viennent d'annoncer qu'ils ne vendraient plus de fusils d'assaut dans leurs magasins aux États-Unis. C'est là qu'on voit que culturellement, on n'en est pas au même point chez eux et chez nous. Merci, bonne journée à vous. Merci.